Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la lanterne magique de Mademoiselle Destock. Mesdemoiselles, Messieurs, le cabinet de curiosité de ce bon docteur Gloss. C'est de ce cabinet de curiosité que surgiront nos trois histoires, et c'est la lanterne magique de Mademoiselle Destock qui les éclairera de son œil aiguisé. Première histoire, Saint-Antoine. Petit rappel historique. En 1870, après la défaite de Sedan et la destitution de Napoléon III, l'armée prussienne occupe un grand quart nord-est de la France. 10 ans après ces tragiques événements, à Tanneville, petit village de Normandie, le maire fait irruption dans l'auberge pour annoncer à ses administrés une bien étrange découverte. Faut que je vous raconte. J'étais chez moi, tranquille. On m'appelle. Monsieur le maire, monsieur le maire, faut que vous veniez à la ferme du gars Thibault. Je me précipite. Et là, au fond de la cour, il y avait comme une tombe. J'ai besoin d'un petit remontant, moi. Donc, il y avait comme une tombe. Et au fond de cette tombe, le corps d'un soldat prussien. Avec tout son équipement. Tout, il avait tout son équipement. Le pantalon rouge, la baïonnette, le fusil, le casque à pointe, le tout impeccable. Il y avait que sa vareuse qui était toute déchiquetée sur le devant. Hein? Tout ça dans la ferme du gars Thibault. Mais il y a 10 ans, quand les Prussiens arrivaient, c'était son père Antoine qui tenait la ferme. Saint-Antoine et son cochon.
On l'appelait Saint-Antoine, parce qu'il était bon vivant, joyeux, farceur, puissant mangeur et fort buveur, et vigoureux trousseur de servantes, bien qu'il eût plus de 60 ans. C'était un grand paysan, haut en couleur, gros de poitrine et de ventre, et perché sur de longues jambes qui semblaient trop maigres pour l'ampleur du corps. C'était un madré compère, soigneux de ses intérêts, entendu dans les affaires et dans l'élevage du bétail, et dans la culture de ses terres. Sa vigueur était célèbre dans tout le pays d'alentour. On disait, en manière de proverbe, « Il est fort comme Saint-Antoine !» Lorsqu'arriva l'invasion prussienne, Saint-Antoine, au cabaret, promettait de manger une armée. Il tapait du poing sur la table de bois, qui sautait en faisant danser les tasses et les petits verres, et il criait, la face rouge et l'œil sournois, dans une fausse colère de bon vivant. « Je vais en bouffer du Prussien, nom d'un chien. Allez, tous avec moi. Prussien, tête de chien, Prussien, plus fort. Prussien, tête de chien, Prussien, tête de chien, Prussien, tête de chien, Prussien, tête de chien. » Chut, chut, taisez-vous. Taisez-vous, les blagues arrivent. Par ordre du chancelier Bismarck, chacun des habitants de la ville de Tanneville devra accueillir chez lui un soldat de notre glorieuse armée, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Aucun trouble à l'ordre public ne sera toléré, et les contrevenants seront fusillés. Je rentre chez moi. M'en vais les accueillir, moi, les Prussiens. Ha! Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Séraphine, fais chauffer la soupe. Et Joseph va fermer les voilettes derrière. Et puis dépêchez-vous parce que ce soir on soupe tôt. En voilà un pour toi, Saint-Antoine. Fais pas de bêtises, surtout, vu qu'il parle de brûler tout si jamais il arrive quoi que ce soit. Donne-lui à manger. Il a l'air d'un bon gars. J'ai pas le temps de rentrer. Faut que j'aille chez les autres. Il y en a un pour tout le monde. Voulez-vous de la soupe? Guten Tag. Voulez-vous de la soupe? Séraphine, la soupière. Séraphine, la soupière!
Dankeschön. Danke. T'aimes ça, hein? Mon cochon! Gut, gut. Il y en a dit dans la bedaine à mon cochon! Allez, allez, allez! Engraissement, tu sauras pourquoi! Mange! Ah, danke. Voilà l'idée! Saint-Antoine et son cochon! Saint-Antoine et son cochon! Oh. Allez, viens mon cochon, viens! On va s'en jeter à l'auberge! Dès lors, le père Antoine ne sortit plus sans son Prussien. Il avait trouvé là son affaire. C'était sa vengeance à lui. Sa vengeance de gros malin. Et tout le pays, qui crevait de peur, riait à se tordre derrière le dos des vainqueurs de la farce de Saint-Antoine. Il s'en allait chez les voisins, tous les jours après-midi, bras dessus, bras dessous avec son Allemand, qu'il présentait d'un air gai en lui tapant sur l'épaule. Regardez-moi ça s'il engraisse, mon cochon! Es-tu donc rigolo, ce bougre d'Antoine? Je te le vends, Césaire! 3 pistoles! Oh bah je te le prends, Antoine, et je t'invite à manger du boudin. Mais moi, ce que je veux, c'est de ses pieds. T'as ce qu'il vend! Rien que du gras! Oh, tout ça de la couenne. Donnez-lui à manger tout ce que vous voudrez, il avale tout! De l'andouille. Hein? Même de l'andouille! Oh. De la vôtre et du soir. Dis donc, mon cochon, hé! Oh, tu te vas se faire une autre cage, hein? Et tout le monde clignait de l'œil, sans rire trop haut cependant, de peur que le Prussien devinât à la fin qu'on se moquait de lui. Vraiment, dans la plaisanterie, il n'avait pas son pareil. Il n'y avait que lui pour inventer des choses comme ça. Cré coquin, va. On va s'en jeter un. Allez, 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 assieds-toi. Et puis alors, quand on s'en sera jeté un, c'est ce qu'on fera? Et ben on s'en jettera un autre. Hey, voilà mon cochon qui s'étouffe. Viens, viens, viens. Allez, allez, allez. Non, pas trop. Ein Prosit, ein Prosit. Hey. Prost.
Allez, un petit dernier pour la route. Bon. Il en a plein les yeux le cochon. Allez, tous avec moi. Il en a plein les yeux le cochon. Il en a plein les yeux le cochon. Il en a plein les yeux le cochon. Je fais l'amour de cochon et je suis plein la plus voilà. Ah, tu veux jouer à ça, mon gars? Eh ben, on va jouer. T'as de la chance, mon gars. Crois-moi, t'as de la chance. Eh viens, viens, on va le ramener ce bon de là de fumier. Allez, viens, fumier de Prussien. Hey, fumier de cochon de Prussien. La neige commençait à tomber. Et la nuit sans lune s'éclairait tristement de cette blancheur morte des plaines. Le froid saisit les deux hommes, augmentant leur ivresse. Mon gars, réveille-toi, allez!
Qu'allait-il faire? Il serait fusillé. On brûlerait sa ferme, on ruinerait le pays. Que faire? Que faire? Comment cacher le corps? Cacher la mort? Tromper les Prussiens? Il lança le corps sur le tombereau de fumier. Une fois chez lui, il aviserait. Il allait à petits pas, se creusant la cervelle, ne trouvant rien. Il se voyait. Il se sentait perdu. Il rentra dans sa cour. Il fit vivement reculer sa voiture jusqu'au bord du trou à l'engrais. Il songeait qu'en renversant la charge, le corps posé dessus tomberait dessous dans la fosse. Et il fit basculer le tombereau. Comme il l'avait prévu, l'homme fut enseveli sous le fumier. Antoine aplanit le tas avec sa fourche, puis la planta dans la terre à côté, et il rentra dans sa chambre. T'es donc pas mort à cette heure? C'est le fumier qui t'a réveillé? Tu vas me dénoncer, hein? Ah non? Ah non, pas de ça, non? Alors, comme les coqs chantaient dans le poulailler et comme le jour allait poindre, il se mit à l'œuvre pour ensevelir l'homme. Il creusa un trou dans le fumier, trouva la terre, fouilla plus bas encore, travaillant d'une façon désordonnée, dans un emportement de force, avec des mouvements furieux des bras et de tout le corps. Lorsque la tranchée fut assez creuse, il roula le cadavre dedans,
avec la fourche, rejeta la terre dessus, la piétina longtemps, remit en place le fumier. Et il sourit en voyant la neige épaisse qui complétait sa besogne et couvrait les traces de son voile blanc. Puis il repiqua sa fourche sur le tas d'ordures et rentra chez lui. Sa bouteille encore à moitié pleine d'eau de vie était restée sur la table. Il la vida d'une haleine, se jeta sur son lit et s'endormit profondément. Il se réveilla dégrisé, l'esprit calme et dispos, capable de juger le cas et de prévoir l'événement. Ya entré. Voilà, monsieur l'officier, je voulais vous dire, enfin, si c'est possible, soyez pas trop sévère avec le jeune soldat qui est chez moi. Trop sévère? Ah bah oui, je sais qu'il avait l'habitude de courir le guilledou, mais... Le guilledou? Bah, les jeunes filles, quoi. Allez, les petites françaises. Et souvent? Tous les soirs. Tous les soirs? On se n'est rien, allez. Eh ben, si c'est rien, alors, pourquoi vous l'avez collé en prison? Nous ne l'avons pas mis en prison, il me semble qu'il est chez vous. Ben non, justement, il n'est pas rentré de la nuit. Alors c'est pour ça que je me suis dit, allez, va, monsieur l'officier. Vous êtes un Français raisonnable. Oh oui, monsieur l'officier. Vous allez nous donner les adresses où il a l'habitude de se rendre. Nous allons mener une enquête. Oui, d'accord, je vais vous aider, monsieur l'officier. Je vais vous aider. je vais vous aider. Un vieux gendarme en retrait, qui tenait une auberge dans le village voisin, et qui avait une jolie fille, fut arrêté et fusillé. Deuxième histoire, la parure. Mon cher ami, je crois que vous vouliez parler de la chevelure. La chevelure, évidemment, la chevelure et non la parure. Paris, 1884, Académie des sciences. Mon jeune ami, mes confrères ne devraient pas tarder à arriver. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir installer le pupitre en attendant. Entrez, je vous en prie, installez-vous. Mon cher confrère, je vois qu'en dépit du trafic de fiacres qui encombre nos rues de Paris aujourd'hui, vous avez pu venir jusqu'ici et je m'en réjouis. Cher ami, j'ai lu votre somme sur l'hystérie féminine. Remarquable, absolument remarquable. Vous dites le docteur Freud. Ah oui, j'ai entendu parler de ce jeune confrère autrichien. Si vous voulez mon avis, il ne laissera pas une grande place dans l'histoire de la médecine. Bien, je vois que vous êtes tous au complet. Nous allons pouvoir commencer. Mes chers confrères, je voudrais vous présenter un cas tout à fait extraordinaire de maladie mentale et je vous serai reconnaissant de bien vouloir l'éclairer de vos lumières. Alors, les deux confrères à qui j'ai confié une lampe, allumez-la à l'arrière et orientez le faisceau juste ici, s'il vous plaît. Ça me paraît très bien. Merci.
Oh, laissez-le. Oui, merci. Les murs de la cellule étaient nus, peints à la chaux. Une fenêtre étroite et grillée, percée très haut de façon qu'on ne pût pas y atteindre, éclairait cette petite pièce claire et sinistre. Et le fou, assis sur une chaise de paille, nous regardait d'un œil fixe, vague et hanté. Il était fort maigre, avec des joues creuses et des cheveux presque blancs qu'on devinait blanchis en quelques mois. Ses vêtements semblaient trop larges pour ses membres secs, sa poitrine rétrécie, son ventre creux. On devinait cet homme rongé, ravagé par une pensée, par sa pensée, comme un fruit par un ver. Son idée, sa folie, était là, dans cette tête, obsédante, harcelante, dévorante. Elle mangeait le corps peu à peu, elle, l'invisible, l'insaisissable, l'impalpable, l'immatérielle idée buvait le sang, minait la chair, éteignait la vie. Quel mystère que cet homme tué par un songe. Il faisait peine, peur et pitié se posséder. Quel rêve étrange, épouvantable et mortel abritait ce front qui les plissait de rides profondes sans cesse remuantes. Ah! Éteignez les lampes, je vous prie, et posez-les par terre. Il a de fréquents accès de fureur. C'est un des démons les plus singuliers que j'ai vus. Il est atteint de folie érotique et macabre. C'est une sorte de nécrophile. Il a d'ailleurs écrit son journal qui nous montre le plus clairement du monde la maladie de son esprit. Et si cela vous intéresse, vous pourrez consulter ce document. En attendant, je vais vous le lire. Jusqu'à l'âge de 32 ans, je vécus tranquille, sans amour. La vie m'apparaissait très simple, Très bonne. et très facile. J'étais riche. J'avais du goût pour tant de choses que je ne pouvais éprouver de passion pour rien. C'est bon de vivre. Je me réveillais heureux chaque jour pour faire des choses qui me plaisaient. Et je me couchais satisfait, avec l'espérance paisible du lendemain et de l'avenir sans souci. J'avais eu quelques maîtresses, sans avoir jamais senti mon cœur affolé par le désir ou mon âme meurtrie d'amour après la possession. C'est bon de vivre ainsi. C'est meilleur d'aimer. Mais terrible. Encore, ceux qui aiment comme tout le monde doivent-ils éprouver un ardent bonheur, moindre que le mien peut-être, car l'amour est venu me trouver d'une incroyable manière. Étant riche, je recherchais les meubles anciens et les vieux objets. Et souvent, je pensais aux mains inconnues qui avaient palpé ces choses, aux yeux qui les avaient admirées, au cœur qui les avait aimées, car on aime les choses. Et je restais souvent, pendant des heures et des heures, à regarder cette petite montre du siècle passé. Elle était si mignonne, si jolie avec son émail et son or ciselé. Et elle marchait encore, comme au jour où une femme l'avait acheté dans le ravissement de posséder ce fin bijou. Elle n'avait point cessé de palpiter, de vivre sa vie de mécanique, et elle continuait toujours son tic-tac régulier depuis un siècle passé. Qui donc l'avait portée, la première sur son sein, dans la tiédeur des étoffes,
le cœur de la montre battant contre le cœur de la femme. Qui donc l'avait tenu entre ses doigts un peu chauds, l'avait tourné, retourné, lui avait essuyé les bergers de porcelaine servis une seconde par la moiteur de la peau. Qui donc avait attendu leur chérie, leur divine. Oui, je l'ai trouvée, moi, celle que j'attendais, et j'ai goûté par elle d'incroyables plaisirs. Je rôdais dans Paris par un matin de soleil, l'âme en fête, le pied joyeux, regardant les boutiques avec cet intérêt vague du flâneur. Tout à coup, j'aperçus chez un marchand d'antiquités un meuble. C'est un meuble ancien du XVIIe siècle. Fort beau. Fort rare. Il est signé Vitelli, n'est-ce pas? Monsieur est un connaisseur. Faites-le livrer chez moi. Tout de suite.
Qu'était-ce que cela? Quand? Comment? Pourquoi ses cheveux avaient-ils été enfermés dans ce meuble? Quelle aventure, quel drame cachait ce souvenir? Qui les avait coupés? Un amant un jour d'adieu? Un mari un jour de vengeance? Ou bien celle qui les avait portés sur son front un jour de désespoir? Était-ce à l'heure d'entrer au cloître qu'on avait jeté là cette fortune d'amour comme un gage laissé au monde des vivants? Était-ce à l'heure de la clouer dans la tombe, la jeune et belle morte, que celui qui l'adorait avait gardé la parure de sa tête, la seule chose qu'il put conserver d'elle, la seule partie vivante de sa chair qui ne dut point pourrir, la seule qu'il pouvait aimer encore, et caresser, et baiser dans ses rages de douleur? N'était-ce point étrange que cette chevelure fût demeurée ainsi, alors qu'il ne restait plus une parcelle du corps dont elle était née? Elle me coulait sur les doigts, me chatouillait la peau d'une caresse singulière, d'une caresse de morte. Je me sentais attendri comme si j'allais pleurer. Je la gardais longtemps, longtemps en mes mains. Puis il me sembla qu'elle m'agitait, comme si quelque chose de l'âme fût resté caché dedans. Et je la remis sur le velours terni par le temps, et je repoussai le tiroir, et je refermai le meuble, et je m'en allais par les rues pour rêver. J'allais devant moi, plein de tristesse et aussi plein de trouble, de ce trouble qui vous reste au cœur après un baiser d'amour. Il me semblait que j'avais vécu autrefois déjà. Il me semblait que j'avais vécu autrefois déjà. Que j'avais dû connaître cette femme. Que j'avais dû connaître cette femme. Et les vers de Villon me montèrent aux lèvres, ainsi qu'il monte un sanglot. Dites-moi où? En quel pays? Dites-moi où? Est Flora, la belle romaine? En quel pays? Archipiade Nétaïs? Dites-moi où, dans quel Qui fut ça? pays est Flora la belle romaine? Archipiade Nétaïs, qui fut sa cousine germaine, et que parlant qu'en Bretagne, dessus rivière sur étang, qui beauté du trop l'écumène. Elles sont les neiges d'antan, la reine blanche comme un lys, qui Chantait à voix de sirène. elle Dormi des glycéries, armure jusqu'à le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine. quand les blés au Tarouan, où sont-ils, vierges souveraines? où sont les neiges d'antan? Où est l'adressage et le ruine, pour qui fut châtré et puis moine, Pierre et Bayard à Saint-Denis, pour son amour s'était soigne. Semblablement, où est la Rouen, qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine? Mais où sont les neiges d'antan? Oui, je l'ai vu, je l'ai tenue, je l'ai eue, telle qu'elle était vivante autrefois, grande, blonde, grasse, les seins froids, la hanche en forme de lyre. Et j'ai parcouru de mes caresses cette ligne ondulante et divine qui va de la gorge aux pieds, en suivant toutes les courbes de la chair, oui, je l'ai eue, tous les jours, toutes les nuits. Elle est venue, la morte, la belle morte, l'adorable, la mystérieuse, l'inconnue, toutes les nuits.
Mon bonheur fut si grand que je ne l'ai point su cacher. J'éprouvais auprès d'elle un ravissement surhumain, la joie profonde, inexplicable de posséder, l'invisible, l'insaisissable. La morte, nul amant, ne goûta des jouissances plus ardentes, plus terribles. Je n'ai pas su casser mon bonheur! Je l'aimais si fort que je n'ai plus voulu la quitter. Je l'emmenais avec moi, partout, toujours. Je l'ai promenée par la ville comme ma femme et emmenée au théâtre des noces grillées comme ma maîtresse. Mais on l'a finée, on l'a prise et on m'a mis en prison comme un malfaiteur. En misère, on me l'a prise. Écoutez-le, il faut toucher 5 fois par jour ce fou obscène. Il n'y a pas que le sergent Bertrand qui ait aimé les mortes. Mais cette chevelure, me direz-vous, existe-t-elle vraiment, hein? Existe-t-elle vraiment? L'esprit de l'homme est capable de tout. L'esprit de l'homme est capable de tout. Troisième et dernière histoire, cette fois-ci donc, la parure, n'est-ce pas? Paris, 1884, appartement des Loiselles, petit bourgeois ordinaire. C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué. Et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers, de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, De la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient et l'indignaient. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets en culottes courtes qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Le bon pot-au-feu. Je ne connais rien de meilleur que ça, moi. T'as couché, moi. Bonne nuit, Mathilde.
Elle songeait au grand salon vêtu de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et au petit salon coquet parfumé, fait pour la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Le bon pot-au-feu. Je ne connais rien de meilleur que cela, moi. Oh, couchez-moi. Venez, Mathilde. Elle songeait au dîner fin, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges au milieu d'une féerie. Le bon pot-au-feu. Je ne connais rien de meilleur que cela, moi. Oh, et couchez-moi. Venez, Mathilde. Elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gélinotte. J'ai quelque chose pour toi. Monsieur le ministre de l'Instruction publique et son épouse, Madame Georges Ramponneau, prient Monsieur et Madame Loisel de bien venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Que veux-tu que je fasse de cela? Ma chérie, je pensais que ça te ferait plaisir. Tu ne sors jamais. C'est une occasion, ça, une belle. Tu verras là tout le monde officiel. Ah, on n'en donne pas beaucoup aux employés et j'ai une peine infinie à l'obtenir. Et que veux-tu que je me mette pour aller là-bas? Eh ben, je sais pas, moi,
La robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me paraît très bien, moi. Bon. Qu'as-tu? Mais qu'as-tu? Rien. Seulement voilà, je n'ai pas de tenue convenable et par conséquent je ne peux pas aller à cette soirée. Donne ta carte à quelques collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. Bon, voyons Mathilde, combien est-ce que ça coûterait pour une nouvelle robe? Quelque chose de très simple et que tu pourrais porter en d'autres occasions, hein? Eh bien, je ne sais pas au juste, mais... je pense qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. Bon, soit, je te donne 400 francs. Mais tâche d'avoir une belle robe, hein? Bon, allez, je vais me coucher, moi. Bonne nuit, Mathilde. Je vais me coucher, moi. Bonne nuit, Mathilde. Mais qu'est-ce que tu as, Mathilde? Voyons, depuis 3 jours, tu es toute drôle. Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre à me mettre pour aller à cette soirée. J'aurais l'air misère comme tout. Je préférerais mieux ne pas y aller. Tu n'auras qu'à mettre des fleurs naturelles, voilà. C'est très chic en cette saison. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. Non! Il n'y a rien de plus honteux que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. Mais tu es bête! Mais va donc voir ton amie Madame Forestier, et puis demande-lui de te prêter quelques bijoux. Oh, tu es bien assez lié avec elle pour faire cela. Hein? C'est vrai? Ah! Je n'y avais point pensé. Bonne nuit, Mathilde! Je vais me coucher, moi. Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Je t'en prie, hein? Choisis ce que tu veux.
N'as-tu rien d'autre? Mais je ne sais pas ce qui peut te plaire. Cherche encore. Peux-tu me prêter cela? Rien que cela. Mais certainement. Le jour de la fête arriva. Attends-moi, Mathilde. Et puis alors, mets ton châle parce que j'ai peur que tu... Non. Oh. Bon. Allez, on y est presque. Donne-moi le bras. Voilà le chemin que je parcours tous les jours pour me rendre à mon travail. Voilà. Nous sommes devant la porte du ministère. Entrons. Alors, on dit que le bal va être donné dans la grande salle de réception. J'y ai jamais mis les pieds, mais il paraît que c'est absolument magnifique. Oh! 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 Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua.
j'ai mal aux pieds, tard, sommeil. Et puis alors Mathilde qui danse toujours. Wesh. C'est toi, Mathilde? Oh, je crois que je me suis un petit peu assoupi. Bon, allez, on va rentrer. Et cette fois-ci, tu mets ton châle. Si. Allez, donne-moi le bras. On va prendre un fiac pour rentrer. Tu t'es bien amusé au moins, hein? Ah, je t'ai vu danser avec le ministre. C'est bien de se retrouver à la maison. Hein. Bon, je vais me coucher, moi. Où est Mathilde? Eugène! Qu'est-ce qu'il y a, Mathilde? Tu t'es blessé? La rivière de diamants de Madame Forestier. Je l'ai perdue. Quoi? Comment? C'est pas possible!
étions au bal. Tu l'avais encore. Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. Si elle était tombée par terre, nous l'aurions entendue. Elle doit être dans le fiacre. Oui. As-tu pensé à prendre son numéro? Ah non, et toi tu l'as pas. Bon, je vais refaire à pied le chemin que nous avons parcouru. Je vais peut-être la retrouver. Je n'ai rien trouvé.
Bah, oh! Au bout d'une semaine, ils avaient perdu tout espoir. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara: Il faut aviser à remplacer ce bijou. Ils trouvèrent dans une boutique du Palais Royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Il emprunta, demandant 1000 francs à l'un. 500 à l'autre. 5 louis par-ci. 3 louis par là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence. Risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur. Et, épouvanté par les angoisses de l'avenir, Par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, Par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable, elle payerait. on renvoya la bonne, On changea de logement. On loua sous les toits une mansarde, elle connut les gros travaux du ménage. Les odieuses besognes de la cuisine. elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue chaque matin, les ordures, et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et, vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, Chez l'épicier, Chez le boucher, le panier au bras, marchandant. injurié. défendant sou à sou son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant, et la nuit, souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Vivre,
Et cette vie dura 10 ans. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres, mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges. Elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure? Qui sait? Qui sait? Comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui portait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Bonjour, Jeanne. Madame, je ne sais, vous devez vous tromper. Non, Jeanne, c'est bien moi. Mathilde Loisel. Mathilde! Oh mon Dieu, mais comme tu es changée! Oui. J'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vue. Et bien des misères. Et cela à cause de toi. À cause de moi, mais comment cela? Bien. Te souviens-tu cette rivière de diamants que tu m'avais prêtée pour la soirée du ministère? Oui. Et alors? Alors je l'ai perdue. Comment ça perdu, puisque tu me l'as ramenée? Nous en avons trouvé une toute pareille. Et voilà maintenant 10 ans que nous la remboursons. Enfin, tout cela est terminé maintenant. Et j'en suis rudement contente. Tu veux dire que tu as acheté une parure de diamant pour remplacer la mienne? C'est cela. Tu ne t'en étais pas rendu compte, n'est-ce pas? Oh, mais ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse, elle valait tout au plus 500 francs.